Épisode 220, c'est le dernier épisode de cette 5e saison des Technos. Un épisode spécial ventilo, puisque comme chez vous, on l'imagine, il fait un petit peu chaud. C'est souvent le cas quand on termine une saison, les températures montent et forcément, voilà. C'est pour ça aussi peut-être qu'on évite de faire des épisodes durant l'été, parce que c'est quand même difficilement soutenable, où que l'on soit. D'ailleurs, en Belgique, comme à Bali, sauf qu'à Bali, Sébastien, dis-moi si je me trompe, tu as la clim. Voilà, c'est ça. Là, j'ai la clim qui souffle juste là, ça va être bien. Voilà. Donc c'est lui, il est bien, il est confort. En même temps, il va pas beaucoup dormir cette nuit, mais il est confort, parce qu'il y a 6 heures de décalage entre Bruxelles et Bali. Et donc, chez toi, pour l'instant, il est quoi ? Il est 2h15 du matin, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pas loin de ça, ouais. Voilà. De l'autre côté, nous avons Marc, à Wemmel, près de Bruxelles. Voilà, c'est moins exotique, on va dire. Mais j'ai la clim aussi. T'as la clim aussi dans ta soupente maintenant ? Ma soupente, voilà, j'ai la clim. C'était pas toujours le cas. Il me semble quand on a commencé les technos, c'était pas le cas. T'avais chaud. Non, c'est pas le cas. Mais bon, l'année passée, je me suis quand même fendu d'un bloc portable parce que c'était plus possible. Voilà. Donc s'il y a un léger bruit de fond derrière, vous inquiétez pas, elle tourne à fond parce que j'en peux plus là. Et moi, j'ai un bête ventilo qui propulse de l'air tiède à mes pieds. Voilà, c'est comme ça, vous savez tout. On va remercier quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont laissé des messages cette semaine. On les a lus, presque tous. Je dois être très franc avec vous, parce qu'il y en a qui arrivent encore au moment où on enregistre cet épisode. J'ai vu qu'il y avait des notifications de certains auditeurs qui laissaient des commentaires sur notre blog, par exemple lestechno.be. Je tenais quand même à remercier Alban Bruman, Abdelmouiz Bouroudji, Jax, Budzi, Battant, Lemérou, c'est bizarre, et tous les autres aussi, et tous ceux qui ont laissé des messages ou nous ont adressé des messages sympathiques, que ce soit via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, durant toute cette 5e saison des Technos qui s'achève. Ça, vous l'avez compris. On vous prépare 2-3 petites surprises pour cet été, parce qu'on va pas vous laisser comme ça tout seul non plus. On va vous proposer des choses durant l'été, et puis on se retrouvera bien entendu non seulement à la rentrée, mais avant cela, je pense d'ailleurs avec Marc, me semble-t-il, mais j'en suis pas encore très sûr, pour un épisode intermédiaire comme on a l'habitude de le faire au début du mois d'août, pour un petit peu parler de ce qui s'est passé pendant le mois de juillet, pour ne pas vous laisser tout seul non plus. On voudrait pas, non. Bah non, ça, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'on pourrait peut-être commencer notre abécédaire, parce qu'il est un petit peu long cet abécédaire cette semaine, il y a des choses quand même, donc on y va. La lettre A comme art, avec une intelligence artificielle. Ah, j'ai vu ça, oui, effectivement, cette semaine, Marc. Je vois que tu l'as vu aussi, une intelligence artificielle qui transforme des gribouillis, des crabouchas, comme on dit, en tableau, en œuvre d'art, ou presque. Et bon, alors, œuvre d'art, on va dire que c'est un peu surfait. Quoique, il y a des résultats qui sont quand même assez sympathiques. C'est Nvidia qui nous a pondu ça. C'est la 2e itération de leurs expérimentations avec les intelligences artificielles, les réseaux de neurones et les réseaux collaboratifs. La première, rappelez-vous, c'était il y a quelques temps, c'était un site qu'ils avaient mis en place. Chaque fois que vous rafraîchissiez la page du site, vous tombiez sur un visage qui avait l'air totalement naturel, et ce visage était généré en temps réel par une intelligence artificielle qui se basait sur une bibliothèque en allant chercher les différents éléments et en composant un visage qui ressemblait effectivement très fort à ce qu'on pouvait trouver en croisant n'importe quelle personne dans la rue. Alors ici, la technologie est un peu différente. Ils se sont basés sur ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, c'est-à-dire ce sont des réseaux neuronaux qui collaborent pour arriver à un résultat donné. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que vous allez avoir une interprétation d'un gribouillis. Je crois qu'on peut donner raisonnablement le nom de gribouillis à ça. En même temps, on ne donne pas énormément d'outils non plus pour faire une œuvre d'art, si je puis me permettre. Mais non, grosso modo, tu as un pinceau et un pot de peinture. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ce avec quoi tu vas peindre, c'est là que ça devient intéressant, tu vas peindre avec des matières. Et avec des éléments, comme par exemple du ciel, des arbres, des nuages, des rochers, du sable, de la mer, etc. Et donc, tu vas composer un paysage, en fait, au niveau de ta source, ton paint, si tu veux, l'image que tu vas faire, elle va être composée simplement de gros pavés de couleurs, chaque pavé de couleur correspondant à une des matières que vous allez utiliser. Et derrière,
l'intelligence artificielle qui s'appelle Gauguin, référence évidente à Gauguin, évidemment, va traduire vos gribouillis en quelque chose d'à peu près convaincant. Mais là où c'est quand même assez impressionnant, c'est que, alors, non seulement l'intelligence artificielle va se baser encore une fois sur des bibliothèques d'éléments pour que les rendus soient le plus réalistes possible. Si vous allez peindre un bloc de rocher, ça va vraiment ressembler à un bloc de rocher. Vous allez peindre une plage, un morceau de mer, ça va vraiment ressembler à la réalité. Mais par contre, si vous commencez à agencer vos éléments différemment, vous allez influencer sur l'environnement. Exemple, vous avez un ciel avec un soleil, vous placez un gros bloc de rocher dessus, l'atmosphère va changer parce que le soleil, la luminosité va être occultée par le bloc de rocher que vous avez devant. Vous mettez une mer en dessous, le bloc de rocher va se refléter dans la mer. Donc ça peut aller assez loin. Et d'ailleurs, c'est pas difficile, vous allez vous en rendre compte. Quand vous allez sur le site et que vous générez votre image, les previews prennent parfois un certain temps à se mettre en place. Parce que derrière, il y a du calcul, il y a de l'intelligence, il y a des algorithmes qui tournent, on le répétera assez jamais. L'intelligence artificielle, ce ne sont que des algorithmes, ce n'est pas un ordinateur omniscient qui fait les choses. Voilà, ça reste de la programmation. Mais c'est quand même relativement impressionnant et il faut aussi se dire qu'à ce stade-ci, c'est surtout ludique, parce que vous avez la possibilité en plus d'appliquer des filtres pour que votre résultat prenne un certain look. Voilà, amusez-vous, c'est marrant, c'est gratuit, on vous mettra le lien pour accéder au truc. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir ce que ces réseaux neuronaux collaboratifs arrivent à faire aujourd'hui dans des applications qui sont finalement orientées extrêmement grand public. Oui. Alors moi j'ai testé le bidule évidemment parce que le lien est disponible, on peut voilà, c'est assez facile la prise en main est relativement simple. Je serais tenté de dire que c'est un facilitateur de dessin quelque part, dans le sens où tu as l'impression d'être devant ça pourrait très bien être demain un filtre dans Photoshop par exemple qui te permettent comme ça d'agrémenter différents éléments, comme tu disais, de la pierre, du sable et de la mer et du ciel, etc. Et ça donne des résultats qui, bon an, mal an, ça fait un joli dessin. Ça fait un joli ciel, un joli coucher de soleil. Sébastien, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de le tester, c'est assez bluffant quand même. Mais ça avait l'air de générer carrément quelque chose qui était plus proche d'une photo que d'un dessin, non ? Presque. Ouais. On est vraiment très... quand on le regarde comme ça rapidement, on pourrait penser que c'est une photo. Mais c'est plus... Ça se rapproche du photoréalisme, effectivement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire. Et donc, mais sinon... Non, sinon, moi, ça me fait penser à un autre truc. Comme je suis à Bali, il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter ce qu'on appelle les portes du paradis. C'est une espèce de temple comme ça, avec un joli volcan en fond où tout le monde prend la photo Instagram. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos Instagram entre deux grandes portes comme ça, et puis avec un magnifique reflet, on dirait qu'il y a une grande étendue d'eau. Oui. C'est splendide. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'eau. Ah, d'accord. Et c'est le gars qui prend toutes les photos avec ton iPhone. Ouais. Il a un miroir dans les mains, il pose le miroir sous l'objectif. Et donc, tout le monde a la même photo avec une soi-disant étoile d'eau. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour générer de l'eau. C'est juste un miroir. C'est magnifique. Comme quoi, on se casse des fois la tête avec des intelligences artificielles alors qu'on peut faire de jolies choses avec un simple miroir et un peu d'imagination. Voilà. C'est un peu de poésie dans ces podcasts. De temps en temps, ça fait du bien. Merci Sébastien pour ça aussi. Je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter, Marc, sur ce sujet. Non, on passe à Allez vous amuser avec le truc. Exactement. On est à la lettre A cette fois comme Apple pour parler d'une rumeur, mais je l'ai vu passer également et c'est plutôt prometteur, en tout cas pour les fans de la marque à la pomme évidemment, puisqu'on annonce des MacBooks d'ici la fin d'année, des nouveaux MacBooks évidemment, Sébastien. Voilà, donc on peut remercier la bureaucratie dans certains pays, puisque là, en l'occurrence, c'est via la base de données de la Commission économique eurasienne, dans laquelle, visiblement, les constructeurs sont obligés d'enregistrer leur modèle en avance de phase. Et c'est comme ça qu'on sait qu'Apple prévoirait, a priori, d'annoncer donc 7 nouveaux modèles de MacBook en tout genre, et vraisemblablement avant la fin de l'année, si on se réfère un petit peu aux précédents, c'est-à-dire les années précédentes, chaque fois qu'il y avait des mises à jour comme ça intervenait à peu près à la même période. Et le fait est que la gamme en a bien besoin parce qu'elle est assez bordélique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a certains modèles là-dedans qui n'ont pas été mis à jour depuis 2017, notamment les vieux MacBook Air et les tout premiers MacBook, je crois. Ouais. D'autres ont été mis à jour, mais alors du coup, vous avez des prix qui sont difficiles à justifier. Hein. Il y a des écarts de prix qui ne sont pas très logiques là-dedans.
Et puis voilà, en plus de ça, il y a quelques modèles qui ont des défauts bien connus et qui attendent désespérément une solution, comme les MacBook Pro plutôt haut de gamme avec leur clavier défectueux, ou les tout derniers MacBook Pro qui chauffent tellement que la machine s'attache les mains dans le dos en permanence pour pas trop chauffer. Donc il y a pas mal de couacs dans ces gammes-là. Et surtout, je pense que voilà, beaucoup de gens se plaignent du fait que la gamme est trop complexe, et on est loin des gammes très simples du temps du retour de Steve Jobs. Je pense aussi que ça vient du fait que tout simplement les gammes se sont élargies parce que le public d'Apple s'est élargi, et donc ils peuvent plus se permettre juste de jeter des vieux modèles qui se vendent encore bien. Mais bon, le fait est que... Valeur de test aussi, quelque part. Finalement, le bandeau lumineux, enfin, je ne sais plus comment on l'appelle. La touch bar. Ouais. La touch bar, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que ça apporte réellement quelque chose ? Au début, tout le monde disait « Ah oui, c'est super, quand on fait l'édition vidéo, on voit des choses, machin, c'est super ». Est-ce que c'est devenu indispensable ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? Ce sont des questions qu'on peut se poser, quoi. Je m'en sers beaucoup, d'autant plus depuis que j'ai découvert un truc qui s'appelle Better Touch Tool, qui permet de customiser le machin dans tous les sens. Et genre, moi, voilà, j'ai mon dock qui s'affiche là-dedans, donc je peux switcher facilement d'une app à l'autre. Quand je fais du montage ou du développement, j'ai plein d'outils de debug qui sont là directement accessibles. Donc oui, c'est quand même assez utile. Le fait est que ça augmente le prix des machines, Bien sûr. Que donc ils ont gardé les machines qui n'ont pas la touch bar juste pour les gens qui n'avaient pas le budget. Chose qu'ils n'auraient pas fait à une certaine époque. Donc c'est ça aussi qui complexifie les gammes, et qui fait que là maintenant il est grand temps de remettre à jour tout ça. Alors parmi les rumeurs, on parle notamment d'une intégration des futurs chipsets Ice Lake d'Intel, qui sont pas prévus avant l'automne normalement, mais bon, en même temps Apple a un deal assez particulier avec Intel qui leur permet de sortir les machines assez tôt dans le cycle de vie des puces. On parlait aussi à une époque d'un processeur ARM, mais ça arrivera très probablement en 2020, donc on l'aura pas en 2019. Un chipset graphique un peu différent, peut-être, non ? Oui, c'est ça. Chipset graphique plus avancé, beaucoup plus véloce, et un peu plus à la hauteur de la compétition, il faut bien dire ce qui est. Et surtout, moi, la rumeur qui m'intéresse le plus là-dedans, ça serait éventuellement un 16 pouces. Et en l'occurrence 16,5 pouces. Donc on se rapprocherait très près du 17 pouces dont je suis personnellement très nostalgique. Qui était plus un transportable qu'un portable, il faut le reconnaître. 17 pouces, c'était... Moi, je me rappelle, il était quand même costaud, quoi. Il était toujours plus léger que ceux de la concurrence dans des trucs équivalents. Et pour moi, c'était un bon compromis. Il faisait 3 kilos. C'était pas non plus les machines de 5 kilos comme HP pouvaient les faire. Donc, et donc voilà, on aurait tout ça a priori. Qui serait annoncé avant les fêtes de fin d'année, évidemment. Donc moi j'attends ça avec impatience, parce qu'en l'occurrence mon MacBook Pro, personnellement, je peste depuis 2017 parce que j'ai des problèmes aussi avec le clavier. Il n'y a pas que les 2017 qui ont des soucis, parce que je vois qu'ils ont lancé une procédure de remplacement de batterie sur les MacBook de mini 2015, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et donc, voilà, elles gonflent les batteries en chauffant. Et moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, ou Marc, peut-être qu'il a une expérience aussi dans le domaine, j'ai l'impression que les derniers vrais MacBook bien solides, bien robustes, c'était les mi-2013, ou fin 2013, ceux qui sont sortis à cette époque-là. Moi, j'en ai toujours un qui tourne, il fonctionne comme une horloge suisse, je serais tenté de dire. J'ai toujours un 2015 qui tourne bien, franchement. Mais attention à la batterie. Non, il n'est pas touché. D'accord, ok. J'ai regardé le code, j'ai regardé le numéro de série, il n'est pas touché. Mais par contre, effectivement, comme dit Sébastien, moi, ça fait depuis quelques temps que je me tâte, parce que bon, il commence à montrer ses limites, il commence à avoir dur avec les dernières versions de l'OS, avec la dernière version des softs, les banques de son qui deviennent de plus en plus grosses, etc. Donc, je pense regarder pour prendre quelque chose de plus costaud. Pour l'instant, vu qu'il est plus statique qu'autre chose, je me demande si je ne vais pas me diriger vers un Mac Mini. Oui, ou un iMac. Ça pourrait être... Non, l'iMac, non. Moi, j'aime bien garder, pouvoir plugger tous mes trucs dessus. L'écran, finalement, bon, c'est pas tellement important. J'aimais bien le côté nomade, effectivement. Maintenant, bon, la touch bar, j'ai jamais été totalement fan.
Je n'en ai pas sur celui-là de toute manière, donc la question ne se pose pas. Je fais une parenthèse, c'est quand même marrant qu'il n'ait pas décliné la touch bar dans un clavier individuel qu'ils auraient pu adapter peut-être à l'iMac et au Mac Mini. Finalement, ça viendra peut-être. C'est un peu dommage. Oui, je t'ai interrompu du coup. Non, mais c'est rien. Donc c'est juste pour dire que voilà, je me tâte pour le remplacer. Et c'est vrai que tout ce que j'ai entendu avec les problèmes de clavier, les problèmes de surchauffe, etc., ça me refroidit un petit peu. Même si bon, quand tu regardes quand même des bécanes professionnelles ultra haut de gamme comme le 15 pouces qui est blindé avec un Core i9. Tu dois quand même d'attendre pour une machine de ce budget-là qu'elle fonctionne convenablement et pas comme disait qu'elle se pète les mains dans le dos. C'est ça, oui. C'est ça qui est déplorable et bon. On va attendre, encore une fois, hein, comme on a l'habitude de dire. Et d'un autre côté, moi, il n'y a rien à faire. Hein. J'ai regardé les machines, les PC, les Razer, les machins un petit peu plus performants et mieux foutus. Ça reste du PC. Et moi, il est hors de question que je me passe de macOS. J'en suis dépendant. C'est une dépendance et on peut la comprendre. Même si c'est vrai que dans le monde PC, on a vu des trucs, hein, Sébastien, il n'y a pas longtemps, on avait encore tilté sur une machine que tu avais présentée ici même, avec un double écran, etc. C'est super prometteur et intelligent. Et c'était Asus, je pense, qui avait fait ça, ou je dis pas de bêtises. Asus, HP a des solutions assez remarquables également dans le même genre, mais l'OS, l'écosystème, tout ça fait qu'effectivement, quand on est inféodé à un système, sans jugement de valeur, une fois de plus, je tiens à le préciser, parce que si on va encore non, c'est pas une question de jugement de valeur, mais force est de constater, par exemple, pour une utilisation purement musicale, j'ai jamais trouvé d'équivalent à Logic Pro sur Windows, quoi. Oui, c'est vrai que... Ouais. Ok, bon, on a fait un peu le tour de cette question. On est parti que d'une rumeur. Vous imaginez à la rentrée ce que ça va être. On entend bien le ventilateur. Hein. Je ne sais pas si c'est le mien ou celui de Marc, mais moi, je me semble que je l'entends bien. Enfin bref, c'est une clim, monsieur. C'est pas un ventilateur. Chez moi, c'est un ventilateur. Je suis désolé de vous le dire, c'est un ventilateur. B comme bidouillage. Ouais, ça, il faut en parler aussi, parce que pour ceux qui bidouillent, et il y en a de plus en plus qui bidouillent, à mon avis, parce que quand on voit le nombre de tutoriels qu'on trouve sur YouTube, c'est vraiment impressionnant. Les fameux Raspberry, vous savez, les mini-ordinateurs, micro-ordinateurs qui lancent le Pi 4, et c'est quand même une jolie petite bête. C'est une jolie petite bête, effectivement. Ça a été, bon, on s'y attendait, on savait qu'il arrivait, mais donc il est officiel. Les premiers stocks ont été balayés en quelques heures, tellement le truc a été... voilà, les stocks ont été pillés. Moi, je connais 2 personnes qui ont réussi à s'en procurer quelques-unes. Au bureau aussi, on a réussi à en trouver. Mais par exemple, les boîtiers ne sont pas encore disponibles, ils sont toujours en rupture. Et vous allez voir, les boîtiers de la version 3 ne sont pas adaptables, parce qu'il y a des petites différences. Alors, le nouveau Raspberry, qu'est-ce qu'il a ? La première chose qui est intéressante, au-delà de le nouveau CPU qui est un CPU de quad-core, maintenant à 1.5 GHz, nouveau GPU, etc., il a 2 ports HDMI. Ça, c'est bien. Micro HDMI. Donc, autrement dit, on peut connecter jusqu'à 2 écrans 4K. On reviendra sur la réalité après, parce qu'il y a déjà eu des bandes tests, etc. Voilà. Sur le papier, vous pouvez connecter 2 écrans 4K, un écran 4K en 60 images secondes ou 2 écrans 4K en 30 images secondes chacun. Ce qui est intéressant, il monte à 4 Go de RAM. Vous avez 3 versions, 1, 2 ou 4 Go. La version à 4 Go étant maintenant censée être suffisamment costaud que pour faire tourner une version dédiée de Windows 10, par exemple. Parce qu'il existe une build de Windows 10 pour Raspberry. De manière générale, n'importe quel distri Linux convenable tournera sans aucun problème. Il faut se rappeler qu'on fait tourner des distros Linux depuis des années sur une bécane qui tourne avec 1 giga de RAM, et pourtant qui fait des miracles. Et au niveau du prix, bon, tout le reste ne change pas beaucoup. Vous avez enfin un port gigabit Ethernet, mais on ne sait pas encore si les débits sont annoncés comparables à ceux d'un port desktop, par exemple. Vous avez l'USB 3, ça c'est pas mal, il était temps aussi. Et alors l'alimentation, maintenant, c'est en USB-C. Ça permet d'atteindre une tension plus élevée, qui est nécessaire, parce qu'évidemment, il faut alimenter tout ça. Au niveau des prix, vous allez aller de 38 € à 59 € en fonction des versions. Et les seules différences entre les versions, c'est la quantité de mémoire qui est embarquée. Voilà. Donc 38, 45, 59 de mémoire. Voilà. Donc autrement dit, allez taper directement dans la version à 4 Go, c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Par contre, là où ça pêche un peu, parce que bon, tout n'est pas rose,
J'ai pu constater déjà quasi en live, grâce à la personne qui l'avait acheté et qui était juste à côté de moi, il y a déjà des problèmes connus de corruption de l'EEPROM. Donc autrement dit, vous déballez le machin, vous le mettez en route, marche pas. Il faut flasher l'EEPROM d'abord, parce que le truc est suffisamment connu pour figurer en tête de liste de la page de download sur la fondation. Sans doute que ça sera corrigé pour la prochaine build. Probablement corrigé pour le prochain batch. Deuxième chose, ça chauffe. Beaucoup plus que la version précédente. Alors forcément, la puce graphique doit mouliner pour sortir 2 signaux 4K. Le processeur doit mouliner pour passer d'un dual-core qui était à 1.2 GHz à un quad-core qui était à 1.5. Voilà, même en basse consommation, ça continue à quand même bouffer pas mal. Et effectivement, on atteint rapidement... Enfin, tenir le truc en main n'est plus possible. Avec l'ancien, encore, on atteignait les 50-55 degrés en pleine charge. Ici, apparemment, certaines mesures ont montré qu'on dépasse les 80 degrés sur certaines zones précises. En fonction de qui va le distribuer, etc., on peut s'attendre à ce qu'il soit distribué avec des dissipateurs de taille raisonnables. Il sera distribué avec des dissipateurs de taille, certainement, mais par contre, les gens qui ont fait des tests un peu plus poussés, par exemple The Verge, pour ne parler que de, puisque généralement, sont aussi les premiers à sauter, à détériorer le truc autant qu'ils peuvent. Ils ont l'air de dire que ceux qui veulent s'en servir de manière un minimum sérieuse vont devoir investir dans du refroidissement actif. D'accord. Donc ventilo, etc., ou bien caloduc. Bon. Et alors l'autre chose, c'est que... Qui coûtera plus cher que la machine. Voilà, probablement. Maintenant, je me demande si le mieux, ce serait pas de faire tourner la machine plutôt que de mettre un ventilateur au-dessus. Éventuellement. Ou alors de la plonger dans un bain d'huile, c'est un bain d'huile lunaire. Ça marche aussi. C'est vrai. Sinon, vous avez toutes les clims à fond, là, profitez-en. Oui, c'est ça. Le truc qui apparemment fâche pour l'instant, c'est que même en 1080, le truc a dur. Oui. Donc une vidéo de référence comme celle qui est proposée sur le site du codec HEVC, le fameux Big Buck Bunny là, elle rame. Elle freeze. Maintenant, il faut voir quel est le codec qui était employé pour coder l'image, si c'est un fichier MP. C'est censé être compatible HEVC H265 matériel, mais ça freeze. Et 4K, c'est juste impossible. Alors peut-être qu'effectivement les distros sont pas encore optimisés, parce qu'évidemment ils ont fait ça avec la build de Debian qui est spécialisée pour le Raspberry. Peut-être qu'elle n'était pas encore optimisée pour les dernières pilotes graphiques, mais en tout cas, ça, voilà, selon le... Voilà, comme dirait un barbu qui utilise le truc, ça suce des autres sur la banquise. Au moins, ils ont la chance. Mais ceci étant dit, ça reste une belle petite bécane. Voilà, il y a moyen de faire des choses, il y a moyen de faire des chouettes montages, des chouettes objets connectés. Je voyais encore des kits complets pour faire des caméras de surveillance, des choses comme ça. Enfin, il y a moyen vraiment quand on est bidouilleur et qu'on aime bidouiller, il y a moyen de se faire des chouettes choses avec ces petites machines qui coûtent pas très cher, il faut le reconnaître. Et qui, voilà, c'est Sébastien. Nous, on a même fait des nœuds de blockchain avec des Raspberry Pi. Ah bah voilà. Beaucoup. Il y en a qui utilisent ça pour aller, pas sur n'importe quelle blockchain évidemment, mais il y en a qui utilisent ça pour faire du micro-minage. D'accord. Et parce que quand tu les mets tous en parallèle et tout, bien ils sûr, de faire des trucs sympathiques. Mais c'est surtout pour faire des réseaux de développement où c'est marrant parce que c'est des machines qui coûtent rien et tu peux te faire un petit réseau à toi. Ah mais il y avait un père et son fils, si je ne dis pas de bêtises, qui avaient fait un supercalculateur, j'y mets des guillemets, un supercalculateur, mais juste pour montrer ce qu'était un supercalculateur quand on mettait, je sais plus combien, 15-20 machines l'une à côté de l'autre, pour le prix d'un ordinateur assez classique du commerce, entre guillemets, ils étaient arrivés à faire un bidule, entre guillemets, un espèce de monstre, mais qui fonctionnait du feu de Dieu et qui permettait d'être très didactique et de montrer comment ça fonctionnait, comment synchroniser tout ça. Mais comme tu disais, il y a plein de tutoriels qui existent, et si vous cherchez P-Cluster sur YouTube, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous construire, peut-être pas un super calculateur, mais pour commencer à jouer avec du clustering. Et effectivement, vu le prix de la machine, vous pouvez vous constituer des bécanes assez sympathiques qui vont, alors peut-être pas remplacer un ordinateur de bureau, mais qui vont vous permettre d'utiliser et faire vos armes en parallélisme, processus concurrents, etc.
Il y a Raspberry et Arduino, hein, en gros, pour faire ce genre de choses. Arduino, c'est plus de l'automation. Raspberry, on peut vraiment faire tourner des choses sympas. C'est ça, ouais. Donc, voilà, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les technos. Ce serait bien qu'on puisse, c'est une question de temps, hein, mais faire des hors-séries consacrées à ces bidouillages. Pour ça, on va le reconnaître, et c'est un peu le problème qu'on a chez les technos, c'est qu'on est tous très occupés, et on voudrait faire plein de trucs, et que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais on va essayer. La saison prochaine, on va essayer de trouver le temps pour le faire, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine et que c'est vraiment très très gai en fait. Donc on peut passer à la suite. Je sens que cet épisode va être long. Je sais pas pourquoi. On parle beaucoup, comme si on avait besoin de parler avant de ne plus parler pendant un mois. Comme écran, tiens Marc, on va parler de Samsung. Petite news, toute courte, ça va compenser. Ça va compenser, oui, c'est ça. Voilà, toute courte, là, c'est pas difficile. Samsung demande à Apple de payer. Voilà. On va passer à la suite. Merci. Un petit peu de contexte quand même. Un peu de contexte. Oui. Samsung fournit les écrans OLED qui équipent les modèles d'iPhone XR, XS, XS+. Ok. Jusque-là, c'est facile. Ouais. Samsung est fournisseur quasi monopolistique d'écrans OLED sur le marché. 91% de part de marché, je crois, en 2018. Ça vous donne un peu une idée du truc. Et évidemment, Apple se fournissant chez Samsung s'est assuré que les commandes passées par Apple atteignaient un seuil minimum, parce que sinon c'est pas rentable. Le problème, c'est que les ventes d'iPhone ne vont pas bien, et donc du coup le nombre d'iPhone vendus ne va pas bien, et donc du coup le nombre d'iPhone fabriqués est en baisse, puisque Apple a demandé aux usines de réduire la voilure, notamment Foxconn, de réduire la voilure pour justement ne pas inonder le marché avec un truc et faire baisser les prix artificiellement. Donc du coup, moins d'iPhone vendus, moins d'écrans commandés, manque à gagner pour Samsung. Samsung qui dit, tu as signé un contrat Apple, tu me dois des indemnités. Voilà, on ne sait pas combien. On verra bien, mais c'est vrai que manifestement, on a atteint un plafond en termes de vente de smartphones. Ouais. On ne serait pas même un peu en baisse au niveau mondial, hein, je ne parle pas que de Apple. J'ai pas fait attention, j'ai pas vu de signe de baisse. Enfin, je veux dire, en même temps, pour l'instant, je regarde pas vraiment les indicateurs mondiaux. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on regarde pas souvent, ces indicateurs-là, ou alors il faut vraiment que ça sorte dans la presse d'une manière ou d'une autre pour le mettre en évidence. Mais il me semblait, moi, avoir entendu dire, et Sébastien opine du chef, que c'était stagnant, on va dire. Il y a une stagnation, en tout cas, ça c'est clair. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Je pense que là maintenant tout le monde a fait un peu le plein de son smartphone, quoi. Et puis peut-être que le renouvellement est moins fréquent aussi qu'il l'a été quand on était dans la phase vraiment de développement avec des nouveautés très régulières, etc. Donc, Mais bon, juste ça, puis on passe à la discussion parce qu'on avait dit qu'elle était courte. J'ai l'impression qu'effectivement, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'on assiste au niveau du smartphone au même phénomène qu'on a assisté il y a quelques années avec les laptops. Il y a une saturation du marché. On est arrivé à un stade où chaque nouvelle génération ne représentait vraiment plus une révolution, ni même une évolution, c'était juste une adaptation mineure pour justifier le fait qu'on sortait un nouveau modèle. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui sort, tous les trucs qui sont en train de se concurrencer les uns les autres, les lecteurs d'empreintes digitales dans l'écran, maintenant Oppo, je crois, qui vient de sortir le premier proto de caméra frontale sous l'écran, les smartphones pliables qui sont mornés. Hein, oui, pour moi, c'est comme les écrans 3D. Voilà, on arrive vraiment à un effet de saturation et un téléphone, ça reste un téléphone, quoi. On est arrivé de toute façon, on a assez de puissance dans ces machins pour commander un sous-marin nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut de plus, quoi? On est arrivé très, très rapidement à cette saturation. On s'en rappelle avec les tablettes. Hein. Finalement, mis à part les modèles dits pro d'Apple, mais parce qu'ils sont de grande taille, entre autres, et qu'ils ont de gros processeurs. Au-delà de ça, tous les autres se sont bien écrasés, quoi. Je veux dire, les Samsung, Huawei et autres, ils n'en produisent quasiment plus des tablettes. Hein. Faut être très clair là-dessus. Ok, on avait dit qu'on faisait court sur cette news-là. Très bien. On est à la lettre L comme Lightyear One. De quoi s'agit-il donc, Sébastien ? Alors, il s'agit d'une nouvelle marotte électrique. Hein, certains se souviendront peut-être des routes solaires. On mettait des panneaux solaires sur la route. Ça, c'était bonne idée. Ouais, super bonne idée. Et ils en sont revenus. Oui, carrément. Ça m'étonne même pas. Quand on a encore deux notions de mécanique et de physique, oui, on comprend que
voilà. Mais là, ici, c'est pas dans les routes qu'ils parlent de nous mettre des panneaux solaires. Et encore une fois, c'est pas la première fois qu'ils nous en parlent, c'est de les mettre sur le toit de nos voitures électriques. On en a parlé avec Stuff dans la série de hors-série, je pense que c'est d'ailleurs le dernier hors-série concernant les voitures électriques, où il y a une marque allemande, j'ai oublié le nom, vous le trouverez sans aucune difficulté dans nos hors-série, qui a déjà mis ça au point, qui avait mis ça en avant. Une voiture pas très jolie d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, mais avec un concept où toute la carrosserie n'était faite que de cellules photovoltaïques et donc servait en même temps de centrale électrique. C'était Sonomotors, je crois. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ici, c'est un autre concept, un peu plus sport, on va dire. Alors, imaginez une vieille BX remise à peine au goût du jour, avec des vieux couvre-roues tout moches sur les roues arrière, parce que faut gagner en efficacité aérodynamique, tout ça, mais on s'en fout de l'esthétique. Qui regarde l'esthétique quand il achète une voiture, franchement. Et vous mettez ça sur une voiture avec un gros panneau solaire tout moche qui part depuis la calandre jusqu'à l'arrière, parce qu'il faut maximiser la surface, forcément. Et vous vendez tout ça pour la modique somme de 120 000 €. Oh. Voilà. Et alors, évidemment, tout le monde crie au génie. Il y a une belle conférence de presse qui est organisée avec force de projecteurs et de machines à fumer. Je pense qu'ils ont kidnappé toutes les machines à fumer du DJ du coin. Ça fumait dans tous les sens. C'était très spectaculaire. En plus, ils ont niqué leur karma côté couche d'ozone pour leur vie. Voilà, c'est tout. Donc, et tout ça pour au final, produire une voiture dont on rappelle au passage que si on regarde un petit peu l'efficacité des panneaux solaires, on est au mieux aujourd'hui, en tout cas ce qui existe sur le marché, à des prix plus ou moins raisonnables. On est sur des rendements de l'ordre de 20% pour un panneau solaire de ce genre de technologie-là. Et sur une voiture, quand on compte le poids du panneau solaire, le poids du verre qu'il faut mettre par-dessus pour le protéger, pour éviter que le premier crétin qui monte sur le capot pète tout. Le poids de toute l'électricité qu'il faut mettre derrière pour brancher les panneaux solaires sur la batterie avec les transfos et tout ça. Quand vous mettez tout ça et que vous prenez en compte le rendement de l'ensemble, ce genre d'installation produit de l'ordre de 2 à 3 kWh pour 8 heures d'ensoleillement parfait. C'est-à-dire avec les panneaux solaires tout propres. La voiture, elle reste dehors, évidemment, avec les beaux panneaux noirs et tout. Ça va pas faire chaud du tout à l'intérieur, ça va être sympa. Voilà, c'est le truc complètement pas réaliste. Et tout le monde, encore une fois, c'est un truc qui revient. Comme tu disais, il y a Sono Motors, il y a Toyota qui avait sorti un prototype là-dessus. Sur la Sono Motors, qui est une petite voiture urbaine, et si tu considères que c'est plus qu'une voiture, que c'est aussi une source d'énergie, parce qu'elle a une prise, cette voiture, pour pouvoir brancher autre chose, tu vois, sa tondeuse à gazon électrique, son sèche-cheveux, peu importe. Mais non, la petite batterie portable, c'est très surfait. Moi, je tombe dans ma bagnole avec. Mais oui, mais pourquoi pas, on peut l'entendre, c'est ça que je veux dire. Mais il faut bien essayer, expérimenter des choses. C'est pas ici qu'on va dire le contraire. Mais ici, c'est une démonstration de force à la Tesla, j'ai envie de dire, mais ratée, j'ai l'impression. Et pour la petite histoire, encore une fois, c'est comme on dit toujours en zététique, toute affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Là, c'est un peu ça. C'est que si Tesla, qui pourtant fabrique eux-mêmes leurs propres panneaux solaires, y compris des tuiles solaires, ne se sont pas amusés à mettre des panneaux solaires sur leur voiture Tesla à eux, il y a des raisons derrière. Il y a des calculs qui ont été faits. Je pense quand même à une époque, Elon Musk avait parlé éventuellement peut-être d'en mettre sur la Model 3. Ils ont vite fait les calculs et ils ont complètement rejeté l'idée parce que ça n'avait aucun intérêt. Ça faisait gonfler le prix de la voiture pour rien. Parce qu'encore une fois, les rendements sont juste pas suffisants. Moi, il y a quand même une chose, je me fais un peu l'avocat du diable, mais sur lesquelles on pourrait s'entendre éventuellement, et ce sont en gros ce qu'on avait dit à propos de la sonneuse, c'est que ces panneaux solaires, ils sont pas là pour faire rouler la voiture. Ils sont là pour l'accessoirisation de la voiture. La clim, l'autoradio, tu vois, des choses comme ça, pour concentrer l'énergie qu'on a dans les batteries sur le plus important pour une voiture, se déplacer. Donc voilà, toutes les économies d'énergie qu'on peut faire pour pouvoir rouler plus longtemps sont bonnes à prendre, j'ai envie de dire, non ? Ouais, mais allez, 3 kWh, ça représente allez,
c'est une part ridicule quand on a une batterie de 90 kWh. Oui. Donc c'est de toute façon un tout petit pourcentage et donc en termes de kilomètres, ça fait pas énormément de plus. Et surtout quand on considère que voilà, ils ont une technologie de batterie qui est forcément moins avancée, donc qui charge moins vite, qui tient moins bien la charge, etc. Donc au final, le gain il est réduit à la portion congrue, quoi. Par contre, là où ils sont bons, c'est en communication, parce que tout le monde en a parlé. C'était C'est ça. Et pour le coup, le constructeur en question s'appelle Lightyear. Oui. C'est un constructeur néerlandais qui a été fondé en 2016, donc genre il y a 3 ans, et qui avait sorti un prototype jusqu'à maintenant, qui a participé à des concours d'efficacité énergétique et tout ça. Donc ouais. Moi, pour la pas forme, super probant, quoi. pour la démonstration, pour l'expérimentation, etc., je veux bien tout voir, tout entendre, etc. On a vu des trucs bien plus débiles que ça dans tout ce qui est concept car qu'on peut voir sur certains salons de l'auto, etc. Soyons très clairs. Moi, je veux bien tout entendre, mais là, franchement, c'était un petit peu pétard mouillé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, on peut passer à la suite, si vous voulez bien. Ah, une bonne lettre, comment on les aime bien. M comme Microsoft. Microsoft qui interdit à ses employés d'utiliser Slack, par exemple, ou encore Google Docs, Seb. Voilà, c'est ça. Donc, dans un document interne à Microsoft obtenu par GeekWire, on trouve effectivement Slack dans la colonne des logiciels prohibés, enfin interdits d'utilisation, sauf justification business, etc., pour les employés de Microsoft. On rappelle que Slack, au passage, est rentré en bourse au Nasdaq il n'y a pas très longtemps, et qu'ils ont fait un petit peu un tabac, puisqu'ils sont valorisés à plus de 20 milliards de dollars maintenant. Donc ça marche plutôt bien pour eux, et visiblement Microsoft les a dans le radar. Alors la raison officiellement invoquée, c'est que certaines offres de Slack ne sont pas assez sécurisées pour protéger la propriété intellectuelle de Microsoft. Traduisez, ils ont peur que les employés qui utilisent Slack donc stockent des conversations et des fichiers sur les serveurs de Slack, qui pourraient ensuite aller voir ce dont discutent les employés de Microsoft et leur piquer des idées, parce que bien sûr, c'est bien connu que c'est Microsoft qui a toutes les bonnes idées. En l'occurrence, Microsoft développe évidemment un produit concurrent qui s'appelle Microsoft Teams. Et donc effectivement on parlait de Google Docs parce qu'il figure aussi sur cette liste noire, où pour certains logiciels c'est plus une liste grise parce que c'est pas complètement interdit, mais c'est fortement découragé. Amazon Web Services figure sur cette liste aussi. Comme par hasard, c'est que des solutions qui trouvent leurs équivalents voilà, dans la gamme Microsoft, des concurrents qui au passage, s'ils étaient vraiment, s'ils offraient une expérience d'utilisation vraiment intéressante, il n'y aurait pas besoin d'interdire les concurrents. Les employés iraient naturellement vers ces solutions internes. Donc moi, ça me fait toujours aussi marrer quand les boîtes en reviennent à ce genre d'extrême, au lieu de faire des produits de meilleure qualité, quoi. Oui, mais là, c'est parce que c'est une boîte informatique, Microsoft. Mais je pense que dans les grands groupes industriels, les grandes entreprises, les grandes multinationales, il y a comme ça des doctrines qui sont lancées à un moment donné en disant « Vous ne pouvez pas utiliser tel type d'outil ou tel type d'outil pour des raisons de sécurité, soyons clairs, parce qu'ils ont la concurrence dans le collimateur, etc. » Et là, on ne pose pas la question. On se dit « Ah bah oui, c'est normal, ils ne vont pas aller partager sur le laboratoire pharmaceutique Trucmuche ne va pas aller partager ses documents sur Slack, par exemple, c'est trop dangereux. Il y a trop d'enjeux dans ce genre de choses. Ici, c'est Microsoft qui a des produits qui ressemblent fort, on va dire. Et donc, du coup, là, ça permet de pouvoir dire aussi « Ah oui, mais en plus, c'est un concurrent. » Donc, c'est ça aussi qui amalgame fort cette actualité. Mais alors, ce qui est plus surprenant aussi, c'est que sur cette même liste, on trouve aussi GitHub. Donc, ils découragent l'utilisation de GitHub, en tout cas la version cloud de GitHub, alors qu'ils viennent d'en faire l'acquisition. Ils viennent d'acheter GitHub. Donc, c'est Microsoft GitHub maintenant. Donc, l'offre cloud, pour eux, n'est pas assez sécurisée et encore trop risquée. Donc ouais, c'est un petit peu leur... Allez, et ce qui est... Ah oui, ça c'est pour la petite note drôle aussi. Ils interdisent aussi catégoriquement l'utilisation de Grammarly.
Alors pour ceux qui connaissent pas, Grammarly, c'est un correcteur orthographique et grammatical. Ah oui, c'est ça. Un des plus populaires, très puissant le machin, mais visiblement avec des failles de sécurité beaucoup trop importantes. Ouais. Donc si vous recevez un mail ou un document d'un employé Microsoft qui est blindé de fautes, le blâmez pas, c'est pas de sa faute. Non, c'est ça. Il peut rien, le pauvre. Il peut pas le faire corriger dans le cloud, donc c'est mort. C'est un peu particulier. Je sais pas si Marc avait une remarque, sur ce sujet. Moi, franchement, ce genre de truc, moi, ça me laisse un peu de place. Ce genre de petite guéguerre de bac à sable, totalement. Mais ouais, mais moi je pense que c'est. Je pense qu'il faut pas amalgamer, comme je le disais il y a quelques secondes, le fait que ce soit Microsoft, ce serait n'importe quelle autre industrie, on trouverait ça tout à fait normal. Ici, c'est parce que c'est Microsoft et qu'ils ont des produits concurrents. C'est ça qui rentre un petit peu en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, c'est amusant. J'ai envie de dire. C'est ça aussi. Ceci étant dit, je pense que chez Google, ils doivent avoir des petites notes comme ça aussi, ne pas se servir de tel ou tel outil. Ça dépend un petit peu du niveau dans lequel tu te trouves dans l'entreprise, mais je pense qu'ils partagent pas les informations sur les mêmes outils que nous. Mais ce que j'adore, c'est le décalage, justement, parce que probablement que chez d'autres, ils ont moins besoin de ce genre de liste parce qu'ils ont des interfaces un petit peu mieux foutues. Oui, et Microsoft, moi, ce qui me choque dans Microsoft, en tant que développeur, je travaille souvent avec des gens qui sont obligés d'utiliser des outils Microsoft, et visiblement c'est la croix et la bannière, ça les fait suer de le faire. Donc c'est pas des outils qu'on utilise par plaisir, c'est des outils qu'on utilise parce qu'on y est obligé. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle du golfware dans le jargon, c'est-à-dire un truc où le contrat d'acquisition des logiciels a été signé sur un terrain de golf, pas avec les gens qui vont les utiliser. Et voilà, et donc c'est horrible à utiliser, et donc plutôt que d'améliorer ça, ils interdisent les concurrents. Alors que les autres ont sûrement pas besoin de faire ça. Moi, je serais plutôt pour le beerware. On est à la lettre M comme Mars. On va prendre de la hauteur, ça vous en doutez un petit peu. Mais c'est avec Marc qu'on va prendre de la hauteur, parce qu'on peut le faire aussi avec Sébastien. D'ailleurs, on va le faire d'ici quelques instants. Sur Mars, de la vie, peut-être. En tout cas, Curiosity a trouvé un truc. Une capsule de coca, un truc comme ça. Ouais, un truc du genre, voilà. Non, en fait, mais ça date pas d'hier. Ça fait depuis une quinzaine d'années que les exobiologistes, donc les scientifiques qui s'occupent de l'étude prospective de la vie sur d'autres planètes, ont détecté des émissions de méthane dans l'atmosphère martienne. Or, le méthane a ceci de particulier que c'est quand même un gaz qui est censé découler de l'existence d'une vie organique. Oui. C'est surtout un gaz qui a une... Voilà, alors effectivement, on a déjà vu fleurir sur le net toutes les théories comme quoi Elon Musk a déjà envoyé des fusées sur Mars, qu'il a implanté une ferme secrète avec des scientifiques secrets et qu'il y a des vaches qui pètent. Voilà, chacun sa manière de terraformer Mars, je ne sais pas si ça a marché. Donc, revenons. À nos moutons, du coup. À nos moutons, voilà. Alors, le méthane. Donc, le méthane a... Déjà, première chose intéressante, une durée de vie assez courte. En tant que gaz, il a une durée de vie de 300 ans. Donc, ça veut dire que les traces de méthane qu'on détecte aujourd'hui ont une durée de vie de maximum 300 ans par rapport à leur date d'émission. Ensuite, il faut savoir que le méthane peut être produit par toute une série de micro-organismes que l'on trouve déjà sur Terre, qui sont des micro-organismes dits extrémophiles, qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui n'ont pas besoin de réaliser la photosynthèse, ils travaillent par chimiosynthèse, qui n'ont besoin finalement que de gaz carbonique et d'hydrogène pour exister. Et c'est typiquement le genre de milieu que l'on pourrait retrouver à la surface martienne et où on pourrait avoir des micro-organismes. Alors, de là à dire qu'il y a de la vie sur Mars, on s'imagine tout de suite les civilisations, les grandes cités, etc. Non, la vie qu'on va trouver sur d'autres planètes, probablement dans un premier temps, va être une vie structurellement très simple. Le tout est de savoir si on a affaire à ce type d'existence-là, donc une vie microbienne ou une vie, si ça tombe, unicellulaire, donc très simple, ou à une autre explication. Il faut savoir que Mars, qui est une planète relativement jeune, a eu une activité volcanique certaine, et donc on sait déjà qu'à une époque, il y a eu de l'eau sur Mars. Or, avec de l'eau, on peut avoir différents micro-organismes qui ont existé il y a très longtemps, qui se sont décomposés et dont pas dire les fossiles, mais dont les restes ont été piégés dans de la glace.
ce qu'on appelle des clarates, c'est-à-dire des glaces qui sont riches en méthane, qu'on va retrouver par exemple chez nous sur Terre, mais généralement au fond des océans, mais qu'on a trouvé sur Mars à fleur de terre. Donc ça pourrait être des dégagements de clarates martiens au printemps martien. Voilà. Maintenant, il va encore falloir déterminer d'où viennent les origines, quelle est l'origine de ces dégagements de méthane, mais toujours est-il que ça fait 15 ans qu'on se demande s'il n'y a pas autre chose que de la terre, des rochers et des complots intéressants. J'ai parcouru, mais rapidement en diagonale, un article assez passionnant. Il faudrait que je remette la main dessus parce que c'était vraiment bien, concernant les premières explorations martiennes des Russes qui auraient envoyé des sondes à une époque. Et quand les Américains, la NASA aujourd'hui, où ils ont des dialogues quand même assez, plus confraternels qu'auparavant, posent la question de savoir, oui, mais vos sondes, etc., tout ce que vous avez envoyé, est-ce que vous aviez bien aseptisé tout votre matériel ? Là, ils répondent. Aseptisé, comment oui. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont envoyé, entre guillemets, et donc ils ont peut-être faussé un petit peu l'écosystème martien, avec deux, trois petits trucs. Il y a pas mal de doutes qui planent encore. Déjà, effectivement, du fait que, comme l'a très bien dit Marc, ce méthane peut être produit par des processus organiques, mais il peut aussi être produit par des processus géochimiques, et donc il y a d'autres explications possibles. Autre élément qui est un peu problématique, c'est que ces émanations, on les avait déjà relevées auparavant, mais le problème, c'est que Curiosity les relève en surface, et les sondes qui sont en orbite ne relèvent rien du tout, alors qu'elles sont spécialisées dans ce genre de détection et qu'elles devraient les voir. Donc ça veut dire que le méthane a une durée de vie encore plus courte, il n'atteint même pas les hautes couches de l'atmosphère, donc on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et en plus, c'est saisonnier. Donc, c'est des petites émanations qui interviennent par pic dans certains endroits particuliers, à certains moments de l'année particuliers. Donc, tout ça, on ne sait pas encore expliquer, et c'est assez mystérieux. Donc, il est temps qu'on envoie des gens là-haut pour faire des relevés. Les flatulences de Curiosity. Ces problèmes digestifs, que sais-je. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est captivant. En même temps, il faut du temps, quoi. Je veux dire, on n'aura pas toutes les réponses tout de suite. Et puis, si ça se trouve, on sera peut-être plus là quand on aura les réponses. C'est encore plus frustrant, je trouve, quelque part. On garde de la hauteur, hein, ça vous en doutiez un petit peu, avec Sébastien dans la boucle. SpaceX en plus qui a fait un lancement un petit peu compliqué, mais qui est réussi tout de même cette semaine, Sébastien. Voilà, donc c'était cette semaine, donc le 26 juin, en pleine nuit, SpaceX qui a fait le 3e lancement de sa Falcon Heavy. Donc on rappelle, ils ont la Falcon 9 qui est un seul booster avec 9 moteurs. Et ils ont la version lourde de ce lanceur avec 3 boosters collés les uns aux autres. Donc ça fait 27 moteurs, ça envoie du pâté le méchant. Et en l'occurrence, c'était seulement le 3e lancement. Et cette fois-ci, le client, c'était la sécurité nationale américaine. Et la particularité, c'est qu'il y avait 13 charges utiles, donc 13 satellites à déployer d'un seul coup, sur 3 orbites différentes, dont 2 en orbite basse et une en orbite médiane, donc entre l'orbite basse et la géostationnaire en gros. Donc le lancement était assez lourd en objectifs, on va dire, sans parler évidemment des objectifs secondaires qui étaient d'essayer de récupérer les fameux 3 premiers étages, et même, encore une fois, d'essayer de récupérer les fairings, c'est-à-dire ces protections qui entourent les charges utiles et qui coûtent quand même assez cher parce que c'est du matériau composite. Donc ils ont envoyé tout ça, le lancement s'est bien passé, les charges utiles ont été déployées là où elles devaient l'être, et c'était pas une mince affaire. Enfin, quand on a suivi le live, c'était vraiment... et ça s'enchaînait, et c'était vraiment du travail de précision. À côté de ça, ils ont récupéré les 2 boosters latéraux qui sont venus se poser sur Terre sans problème, donc ça devient quasi habituel. Par contre, ils ont perdu l'étage central, encore une fois, comme lors du premier lancement. Et qui lui, normalement, revient sur une barge, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il est supposé revenir sur une barge. Lui, il va beaucoup plus loin et plus vite, donc ils ne peuvent pas le faire revenir sur Terre. Donc là, pour le coup, ils l'ont fait amérir sur ce fameux
cette fameuse barge drone qui s'appelle Of Course I Still Love You, et qui, c'est Elon Musk et c'est lui. Oui. Et le problème, c'est que cette fois-ci, la barge était 2 fois plus longue que d'habitude, puisque à cause du profil de vol, et la vitesse du booster était 20% supérieure à l'habitude. D'accord. Donc ils savaient que ça allait être de toute façon compliqué de le récupérer. Ils n'avaient jamais fait un truc aussi compliqué. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que c'était impressionnant parce qu'on a vu les images en live où on a vu le booster se poser, enfin être bien aligné avec la barge, tout nickel. Et puis au dernier moment, donc là pour le coup, il allait tellement vite qu'il avait besoin de 3 moteurs pour freiner. Ouais. Au dernier moment, il éteint les 2 moteurs latéraux pour garder de la précision sur le moteur central. Ouais. Et là, le moteur central part en live et la fusée, elle va s'écraser à côté de la barge. Oh. Donc c'était assez violent et Elon Musk a déjà expliqué ce qui s'était passé, c'est qu'en fait apparemment donc sur chaque moteur il y a des actuateurs qui permettent en gros de contrôler la direction du moteur du jet de gaz et ces actuateurs là ont été bousillés dans la rentrée. Et donc, ils vont devoir retravailler un peu certains trucs pour que ce soit plus robuste. Et bon, c'était quand même assez impressionnant comme lancement. Ils ont récupéré une partie seulement, je pense, de la coupole, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui. Ça aussi, c'était impressionnant. Ouais. Ça, c'était une première historique pour le coup. Ouais. Et personne s'y attendait parce que depuis le temps qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas. Alors, les derniers trucs qu'ils ont réussi à faire, c'était juste d'être suffisamment près du fairing quand il tombe dans l'eau pour aller le récupérer très vite pour éviter que l'eau salée l'abîme de trop. Et ça, ils avaient déjà réussi à le faire puisque les fairings qui ont volé là, je crois, avaient déjà été utilisés auparavant. Mais là, pour le coup, et ce qu'ils essayent à chaque fois de faire, c'est d'avoir un bateau avec un gigantesque filet. Oui. Alors, le problème avec les bateaux, c'est que ça bouge pas très vite et le fairing, lui, il bouge beaucoup plus vite. Et là, pour le coup, ils ont réussi à en rattraper un des 2. Donc, c'est une première. C'est la première fois qu'ils arrivent à le faire. Il était un peu au bord du filet, donc tout le monde avait peur qu'il se casse la gueule après, ça aurait été dommage. Mais non, pour le coup, ils ont vraiment réussi à le récupérer. Et donc, c'est voilà, encore une avancée vers la réutilisation et donc vers le modèle économique de SpaceX qui lui permet de coiffer la concurrence au poteau. Parce que ces fairings, en plus, ils ne sont pas pilotés. Hein. Eux, par contre, ils rentrent dans l'atmosphère, ils tombent comme des feuilles, quoi. Hein. En gros, j'exagère un peu, mais c'est... Ils ont pensé à un moment donné mettre des moteurs dessus, faire des petits moteurs froids, etc. pour essayer de contrôler. Ça marchait pas bien. Ils ont juste mis il y a des parachutes par contre pour ralentir un petit peu. Ok. Mais quand même, ils tombent quand même assez vite. Ils sont quand même assez lourds et donc le bateau, il faut qu'il soit au bon endroit au bon moment, quoi. Imaginez, vous êtes au pied d'un immeuble de 15 étages et quelqu'un jette, je sais pas moi, une coquille d'œuf, en gros, hein, du 15e étage, et vous êtes en dessous avec un panier à salade pour essayer de le récupérer. C'est quand même un petit peu compliqué, et surtout quand vous avez les pieds dans l'eau, en plus. Voilà. Mais c'était, voilà, encore une fois, c'est assez magique ce qu'ils arrivent à produire. Juste une petite parenthèse par rapport à la concurrence. Boeing, j'ai vu qu'ils avaient pu avancer avec leur capsule. Ils ont une des étapes franchies, c'est l'ouverture des parachutes, je pense, pour le retour sur Terre qui a été... Donc, le prochain test que devait faire SpaceX, à savoir le test de rentrée, d'utilisation du système d'urgence, Boeing l'a déjà réussi. Maintenant, eux n'ont pas encore fait le test d'amarrage, donc ils ont fait un peu les choses à l'envers. C'est ça. Et pour le coup, SpaceX a été bloqué jusqu'à maintenant parce que la capsule a explosé sur un essai au sol. Mais pour autant, la NASA a annoncé les agendas mis à jour, enfin les dates mises à jour, les calendriers de lancement, et ils prévoient toujours un lancement habité de la Dragon Crew avant la fin de l'année. Donc ils sont toujours optimistes. Je pense que derrière, il y a très clairement la pression de l'administration américaine qui essaye de tout faire pour, avant les élections, faire un peu de barouf et montrer qu'ils savent faire. Il y a un rouquin qui se prend pour Kennedy là derrière. Mais il y a la Lune aussi dans l'objectif. Il y a du budget attendu, donc forcément, ça donne envie de se sortir un peu les doigts, comme on dit, dans ces cas-là. C'est le moins qu'on puisse dire. On passe à la suite. Avec la lettre T comme tablette, vous l'avez remarqué sans doute, mais Marc fait du culturisme depuis quelques années maintenant. Si vous prenez les premières éditions des Technos, vous prenez aujourd'hui, Marc est un autre homme. Et donc, aujourd'hui, il va nous montrer cette tablette. Ou alors je me trompe, c'est pas le bon sujet. Il vient de comprendre la blague. Il s'agit d'une autre tablette. Ah oui, c'est vrai, c'est un podcast technologique. J'ai eu peur de secondes, parce que quand tu associes Marc et culturisme, il y a un truc qui bug.
Oui, si moi aussi, hein, c'est pareil. Même moi, le fait de le dire, j'ai du mal. Donc, on ne va pas parler de ces tablettes de chocolat, mais bien de tablettes, quoi. La tablette de chocolat, si, je vais m'en envoyer une après, ça certainement. Oui, ça, c'est un autre problème. Donc, tablette, de nouveau, petite news, courte. Arrête de me tenter. C'est quoi comme chocolat en plus? Montre un peu. Montre un peu ton chocolat. Attention, Sébastien nous montre sa tablette de chocolat. Il ne faut pas faire de pub. D'accord. Ah, d'accord. Alors, là, voilà, comme ça, on le voit bien. D'accord. On va accélérer, comme si je pourrais bouffer le mien plus vite. Donc, petite news courte. Google a décidé d'arrêter les tablettes. C'est juste ce que je disais un peu plus haut. C'est les tablettes, ça marche plus. Non, ça marche plus. Donc, il n'y aura plus de tablettes Google. Ils vont abandonner ce segment pour se reconcentrer sur les ordinateurs, donc je suppose les Chromebooks, etc. Et ben voilà, donc en gros, c'est tout. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Qui a été reprise partout, mais qui a quand même son importance parce que le step down est quand même significatif qu'un acteur pareil. Bientôt, il n'y aura plus qu'Apple à faire. Ouais. Bientôt, il n'y aura plus qu'Apple à faire des tablettes de bonne facture, il faut même le dire. Et Microsoft, c'est vrai. C'est juste, oui. Ce qui est important de signaler ici, c'est que Google, en plus de effectivement pousser à la fabrication de tablettes et tout, du coup fournissait une version d'Android et des outils de développement Android pour ces formats-là, pour ces form factors. Et ce qui leur coûtait excessivement cher, évidemment, en temps de développement, etc., eu égard aux bénéfices qu'ils en retiraient vu le peu de devices qu'ils vendaient. Et en l'occurrence, quand on est développeur Android, etc., on voit bien que le développement de tablettes, c'était pas leur priorité, et ils avaient du mal à suivre le pas par rapport à ce que fait Apple dans le domaine. Donc de fait, maintenant, Apple est le seul fournisseur de systèmes d'exploitation et d'outils de développement qui vraiment cible les tablettes comme une plateforme principale, notamment avec toutes les mises. Là, ils ont carrément sorti iPadOS, donc une version iOS vraiment spécialisée pour iPad. Ils deviennent les seuls maintenant, et donc ils ont le champ libre pour faire vraiment ce qu'ils veulent sur ce marché-là. Très prometteur pour tout ce qui est justement outils créatifs sur iPad Pro et des choses comme ça. Ça peut dépoter, quoi. Toi qui fais de la vidéo, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle version de LumaFusion. Sur iPad. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu. J'ai vu des tests, c'est juste ahurissant, quoi. Tu as 6 flux 4K et le machin il moufte pas. C'est incroyable. J'ai arrêté de m'énerver avec ça. Mais je dis ça, je suis tout excité parce que j'en ai un qui m'attend chez mes parents. Là, j'en ai commandé un des iPad Pro. Donc je vais rentrer, c'est Noël. Ah ben voilà, c'est ça. Bah oui, c'est tant qu'à faire. Je sais pas si Marc avait un truc à rajouter. Non, finalement c'était sa news et il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. On peut passer à la suite. Comme ubérisation, le vilain mot. Chaque fois qu'on utilise ce mot, on a l'impression qu'on arrache, je sais pas, des ongles à des chauffeurs de taxi ou je sais pas. La plateforme française Mirou lève 200 millions d'euros. De quoi s'agit-il? Il faut remettre les choses dans son contexte, Sébastien. 200 patates. 200 patates, non. Donc Miro, donc effectivement une start-up française, vient de lever plus de 200 millions d'euros. Ce qui au passage l'a fait rentrer dans le club très privé des licornes, puisque ça la valorise à plus d'1 milliard d'euros. C'est assez rare, notamment dans le marché français, il faut bien le dire. Et voilà. Et donc là, forcément, la question qu'on se pose, c'est quoi Miro, d'où ça sort? J'en ai jamais entendu parler. Comment une boîte aussi grosse peut passer sous mon radar? Alors c'est une boîte plutôt orientée B2B, on va dire. Puisque, et là vous allez voir pourquoi on parle d'ubérisation, ils proposent une plateforme de mise en relation entre les photographes et les clients de photographes. D'accord. Et quand on parle de clients, on pense notamment aux agences immobilières, aux loueurs sur Airbnb, aux restaurants qui veulent prendre des photos de leur place sans attendre les Instagrammeurs, à tous ceux qui veulent vendre des produits sur Internet, qui veulent faire des belles photos. Oui, c'est pas que la presse, c'est pas que la presse et la mode, hein. C'est beaucoup plus large que ça aujourd'hui, la photo. Ouais. Et là, exactement. Et là, en l'occurrence, ce que fait Miro, c'est qu'ils ont, en gros, effectivement, ils font une plateforme de mise en relation, et donc vous vous retrouvez avec des photographes qui sont pas toujours professionnels, reconnus, qui en font pas forcément leur métier à temps plein, mais plutôt du genre des auto-entrepreneurs, des indépendants ou des photographes en devenir, on va dire,
qui proposent leurs services sur cette plateforme et qui proposent notamment effectivement de prendre des photos des appartements pour Airbnb, des produits, des choses comme ça. Et en l'occurrence, sur la plateforme, ils ont 58 000 photographes inscrits. Donc, vous voyez arriver, comme tu parlais des chauffeurs de taxi ou des hôteliers, là, ce coup-ci, c'est les photographes professionnels qui râlent, qui sont pas contents parce que vous vous rendez compte, c'est du low cost, c'est pas bien, ça casse les prix, ça nous pique notre pain de la bouche. Enfin, voilà. Et donc, ça remet voilà. Disruption, forcément, ça fait râler. Oui. Donc, le fait est que ça étend un petit peu le marché, ça met ce genre de photographie un petit peu plus qualitative que juste prendre des photos avec son téléphone, j'entends, à la disposition et à la portée d'un public plus large. Ça permet aussi à tous ces gens qui maintenant peuvent se former à la photo parce que y a des cours en ligne qui sont dispo, parce que les matériels coûtent moins cher, parce que les logiciels de montage sont beaucoup plus efficaces, etc. Et ça leur permet aussi d'accéder à ce marché et de faire un peu de blé avec ça. Donc, voilà, forcément, ça va redistribuer un petit peu les cartes. Il y a certains marchés qui vont échapper à des photographes plutôt haut de gamme et ils vont devoir se reconcentrer sur d'autres choses et repenser un petit peu leur modèle économique. Mais au-delà de ça, voilà, c'est quand même assez intéressant, je trouve, pour le marché. D'autant plus que Miro, en plus de mettre à disposition cette plateforme de mise en relation, ils ont aussi apparemment une technologie qui leur permet de traiter automatiquement les clichés pour les rendre beaucoup plus aller augmenter la qualité avec de l'intelligence artificielle et tout ça pour des cas très spécifiques. Donc typiquement pour de l'immobilier, des photos de produits, des photos de nourriture, ils ont des algorithmes qui optimisent les photos pour ces cas d'utilisation et qui du coup permettent aux clients d'économiser les heures de post-processing d'un photographe qui va faire ça dans un logiciel, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant comme technologie. C'est une technologie, moi je pense qu'il y aura toujours du boulot pour les bons photographes, soyons très clairs, parce que c'est pas Miro qui va venir faire les photos. Alors j'entendais d'ici les photographes hurler, mais c'est pas Miro qui va venir faire les photos de ton mariage, par exemple. Et on a besoin de bons photographes pour des mariages aussi, bons photographes de mode, bons photographes de presse, qui ont l'œil, qui vont aller chercher l'information, parce que une photo, c'est pas qu'une image, c'est plus que ça. Donc je pense que il faut pas trop s'inquiéter. Alors après, c'est clair que ce sont des marchés, comme tu disais, c'est disruptif, une fois de plus. Moi, j'ai connu ça dans le domaine des voix publicitaires, où en général, ce qui se passait auparavant, c'est que tu étais inscrit dans un studio ou dans une boîte de prod, etc. Et puis on t'appelait en fonction des voix à faire. On disait, on a besoin d'une voix grave, on va appeler un tel. On a besoin d'une voix de fille, on va appeler une telle, machin, etc. Et là, il y a des bases de données maintenant sur Internet où tu choisis ta voix, tu envoies ton texte, le gars, il reçoit ton texte, il va dans sa chambre, il se camoufle sous sa couverture, il enregistre la voix, il te l'envoie en MP3 bien dégueulasse, et voilà. Ça n'a pas tué le marché pour autant. Hein. Je veux dire, c'est quand on a besoin. Non, ça l'a étendu. Ça a plutôt étendu, effectivement. Et je connais des studios qui ont été par là et puis qui en sont revenus en disant finalement, je préfère travailler avec des gens qu'on connaît, avec qui on a un dialogue, on peut parler, etc. C'est sûr que c'est pas la même qualité, mais on en a pour son argent et clairement, là, comme tu parlais des photos de mariage, un photographe de Miro. Un petit amateur qui va venir avec son petit Canon EOS 800, je sais pas quoi, entrée de gamme, il va le faire pour beaucoup moins cher, mais en même temps, il va le faire un petit peu mieux que Tata Josiane avec son iPhone 3, quoi. C'est ça, ouais. Donc et ceux qui ont les pépettes et qui veulent un gros photographe professionnel, ils iront chez un photographe et on en connaît, qui ont pignon sur rue et qui ont une signature et qui sont super quali. Et voilà. Donc oui, c'est ça. C'est plus une extension du marché qu'une vandalisation, entre guillemets, même si la transition est toujours un peu ténue, quoi. C'est un peu. Voilà, moi, dans l'histoire, je préfère juste saluer le succès entrepreneurial d'une petite boîte French qui, j'espère, va faire des petits. Il y a aussi d'autres plateformes concurrentes qui vont probablement bénéficier d'acquisitions. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, je trouve, pour ce genre de succès entrepreneurial. Et je préfère souligner ça que me concentrer sur 200 patates. Le révolutionnarisme. Oui, voilà, c'est ça. On y croit, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si Marc avait un élément à rajouter sur cette question-là, mais je pense qu'on a bien fait le tour déjà. Donc, on a bien fait le tour. Voilà.
Épisode 220, dernier épisode de la saison 5 des Technos. Il faut évidemment terminer, comme il se doit, cet épisode par la lettre W, comme oui mais non. Et c'est Marc qui nous le propose, ce oui mais non, cette semaine, avec une histoire de cornes. c'est très particulier. J'ai vu ça aussi, ça m'a fait hurler de rire, mais tu vas raconter l'histoire. Ça a fait hurler de rire beaucoup de monde, et pas dans le bon sens, parce que finalement, c'est parti, comme d'habitude, d'un truc totalement appuyé, scientifique, justifié, mesuré, observé, pour, alors, je sais pas, dans un phénomène de... Voilà, ça a complètement mais c'est lâché. dedans en tout cas, ça c'est sûr. C'est le truc qui est parti en live d'une manière mais incroyable. Ouais. On a vu débarquer dans toute la presse des articles comme quoi l'utilisation des smartphones faisait pousser des cornes aux jeunes. Ouais. Pas devant, c'est pas des cornes c'est plutôt derrière la nuque. Les cornes ici, en fait, sont à prendre au sens biologique. Une excroissance. C'est-à-dire une excroissance osseuse. Voilà, etc. Et dans ce cas-ci, c'est une excroissance occipitale parce qu'elle se trouve à la base du crâne. Mais en fait, le truc à la base, c'est là que c'est totalement what the fuck, même pas oui mais non, c'est what the fuck, c'est que l'excroissance au début a été observée chez des jeunes adultes du siècle dernier, donc à l'époque où le smartphone n'était même pas encore quelque chose de répandu, et sur base d'une analyse biologique et, je ne me rappelle même plus du terme, anthropologique, on va dire, qui remontait à 1875. Ah oui, donc, oui. Voilà, oui. Vous voyez c'est l'époque Nokia, c'est bien connu. Voilà, même pas Ericsson, monsieur. Hein, c'était l'iPhone 2 ou 3GS, je sais plus. Non, c'est bien avant ça. Non, c'est dingue. Et donc, il y avait des dinosaures à l'époque. Il y avait des dinosaures, effectivement. Les smartphones étaient faits en os de dinosaures. Voilà. Et donc voilà, c'est un truc. Il y a un jour un article qui a été posté parce que voilà, il y avait une étude qui a été faite sur l'apparition de ces excroissances, mais qui sont finalement une adaptation potentielle de la morphologie humaine. Voilà, c'était des études morphologiques, c'est ça que je cherchais comme mot. De la morphologie humaine à l'évolution de notre posture, à l'évolution de notre style de vie. Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de corrélation directe, ça n'a pas été prouvé avec l'utilisation du smartphone. On ne voit pas en quoi l'utilisation d'un smartphone ferait pousser une corne ou une excroissance occipitale dans notre crâne. Par contre, il y a eu à un moment ce truc, et puis on ne sait pas comment, il y a eu une connexion avec le terme smartphone, et puis c'est parti en live. Et partout, on a vu ce genre d'article. Mais le pire, c'est que moi, j'ai entendu des gens très sérieux débattre du fait, et j'ai entendu des gens beaucoup moins sérieux, ou peut-être beaucoup moins au fait des bases scientifiques de la chose, discuter entre eux. Mais enfin, vous avez entendu, madame, maintenant les smartphones font pousser des cornes, c'est vraiment mal, hein. Qu'est-ce que le gouvernement il doit faire contre ça, hein. Heureusement qu'on a élu écolo. 67% de nos auditeurs sont tout à fait contents. Ils n'avaient jamais entendu un accent bruxellois depuis 220 épisodes. Grâce à toi, ils l'ont eu. Merci Marc. On est tranquille pour les 220 prochains épisodes. Non, parce que c'est celui de Wemel. Voilà, on ne dirait pas comme ça. Bah allez, comment c'est possible ça? Voilà, elle y est joie maintenant. Non mais on a tous vu ces images, elles ont circulé un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Et repris par la peste. Voilà, j'ai dit le mot. Je voulais dire la presse, mais j'ai vu de Sun, j'ai dit c'est la peste. Et donc voilà, et on a l'impression que c'est le crâne d'Homer Simpson en fait quand on regarde un petit peu. On voit ses joues sur le côté, c'est un petit peu particulier. Non, c'est vraiment dingue comment une news aujourd'hui. Mais ça, c'est un vrai débat. On va pas le tenir aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais on devrait peut-être prendre le temps la saison prochaine de débunker comme ça quelques informations
qui circulent régulièrement, qui reviennent régulièrement. Je pense par exemple à ces histoires de climatisation qui s'auto-régénèrent. Vous avez déjà vu ça sans doute. Un chercheur, alors selon les sources, c'est un japonais ou un chinois ou un australien ou que sais-je, qui a inventé le moteur qui tourne tout seul et qui donc on a inventé la climatisation parfaite. Enfin, des trucs complètement ahurissants qui sortent régulièrement, et il y a des gens très sérieux, et j'en connais, des gens qui sont d'une honnêteté fondamentale, qui disent oui mais si c'était vrai. Et c'est crispant parce que la physique a ses limites, la biologie ici en l'occurrence aussi, on l'imagine, et que entendre des gens sérieux dire mais si c'était vrai, ça fait mal, quoi, ça pique, et donc il faudrait peut-être un jour prendre un peu de temps pour l'expliquer. Peut-être qu'il y a des trucs auxquels moi je crois et qui sont complètement erronés, hein. Je m'inclus dans le mécanisme. On est tous un petit peu victimes de ce genre d'informations en première ligne. Il n'a pas été rare dans les saisons précédentes des technos, l'un ou l'autre, rarement je pense, mais qu'on ait relevé une information qu'on croyait réelle et qui s'est avérée fausse en bout de course. Ça peut arriver aussi. Fausse ou erronée en partie. En oui, c'est ça, ou tronquée, ou voilà, ou mal interprétée, hein, c'est possible également. Et dans ces cas-là, évidemment, on ne peut que s'en excuser platement. Mais voilà, on est tous logés un petit peu à la même enseigne. Et là, on est tombé sur un os, si je puis dire. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le cas de le dire. Voilà, pour conclure donc ce 220e épisode des Techno, juste avant de partir donc en vacances, je le répète, on se retrouvera durant l'été, hein, au début du mois d'août, pour faire un petit peu la synthèse des news technologiques du mois de juillet. Entre-temps, vous allez nous retrouver dans des hors-séries un petit peu spéciaux. On va rien vous dire aujourd'hui, mais on va enregistrer ça dimanche, pour tout vous dire, ou en tout cas en partie l'enregistrer dimanche, pour vous le proposer dans les semaines qui viennent, avec chacun de nos chroniqueurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se remettre un petit peu au vert dans ce cas-là. Ces deux-ci vont partir en vacances, l'un en croisière, et l'autre, comme il part en vacances, il vit en Belgique. Puisqu'il passe toute l'année, il est en vacances, lui. Non, toute l'année, il est à l'étranger, c'est ça que je voulais dire. Et donc, quand tu vis à Bali, en général, en vacances, tu vas à Bruxelles. C'est ça. Donc, moi, je travaille là où les gens vont en vacances, et je vais en vacances là où les gens travaillent. Oui, c'est ça. C'est un petit peu particulier. Les autres chroniqueurs sont déjà presque partis en vacances, etc. Donc, voilà. On les salue également. On est très contents d'avoir passé cette 5e saison avec vous. On espère que la 6e sera tout aussi chouette et intéressante. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme toujours, pendant l'été. Envoyez-nous des cartes postales, par exemple, hein, pourquoi pas. Et dans l'immédiat, si vous le voulez, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre des pouces vers le haut, et si vous nous suivez en podcast sur les différentes applications, et maintenant il y en a un paquet des applications de podcast, vous pouvez mettre des petites étoiles ou tout ce qui est possible d'imaginer pour dire voilà, ça j'ai bien aimé. Ça nous fait un petit peu de publicité, et plus on a de publicité, plus on est écouté, plus on est écouté, plus on est nombreux, plus on est content, et puis voilà, c'est comme ça, c'est notre seul salaire. Merci Sébastien, je vais me taire parce que j'ai soif, et le ventilateur tourne plus, j'en peux plus. Merci Marc, et puis on se dit à très bientôt, évidemment. Salut.